Bonjour à tous, merci d'être là, merci comme la présentation précédente, de ne pas être devant le match Russie-Arabie Saoudite ou d'être allé écouter l'éléphant, qui avait l'air assez cool. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle? Ah, quand même, bon nombre de développeurs. Ça vous est déjà arrivé la situation où vous avez une fonctionnalité à livrer, le matin, vous arrivez, vous vous donnez à fond toute la journée, pas de pause, pas trop dérangé, et malgré ça, vous n'arrivez pas à livrer à temps? Ça arrive à quelqu'un? Ok. Je m'appelle Mathieu, je travaille chez Théodo et ça m'arrive à peu près tous les jours. Théodo, qu'est-ce qu'on fait? On est une agence web qui réalise des applications web avec nos clients. Pour faire ça, on utilise la méthodologie Scrum. Donc Scrum, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des sprints. On a choisi de les faire en une semaine pour avoir des sprints très courts. Le product owner, qui est le client, va prioriser les fonctionnalités qu'il veut voir dans son produit. Et chaque semaine, l'équipe technique, les développeurs, dont je fais partie, va s'engager sur un scope de fonctionnalité et on va lui dire, on s'engage, à la fin de la semaine, on va te livrer exactement ces fonctionnalités. Si on livre effectivement à la fin de la semaine, le sprint est réussi. Sinon, il est KO. J'ai rejoint l'équipe en octobre de l'année dernière. Et à ce moment-là, on avait un problème qui était assez visible, c'est qu'on ratait l'équivalent d'un sprint sur deux. Scrum possède des outils qui nous permettent de mesurer chaque jour si on est en avance ou si on est en retard. C'est la burn-out chart. Pour expliquer très rapidement, le bleu, c'est le nombre de points de complexité, donc de user stories qui ont été livrés. La barre rouge, c'est ce qui devrait être livré. Si vous êtes au-dessus, vous êtes en retard. Si vous êtes en dessous, vous êtes en avance. Donc ici, typiquement, on peut voir que le mardi 12 février, on était en retard. Le problème de Scrum, c'est qu'il ne va pas nous expliquer pourquoi on est en retard. Un des outils et un des artefacts du Scrum qui pourrait nous aider, c'est le daily stand-up. Donc, normalement, le daily stand-up, on s'attend à ce que tout le monde soit complètement à fond, dynamique, on échange nos problèmes, et c'est un bon moment de partage. Dans la pratique, c'est rarement ça. Nous, on fait plutôt du Scrum en mode zombie. Moi, je suis le premier responsable, je n'ai pas forcément pris mon café, je ne suis pas bien réveillé. Voilà, hier j'ai fait ça, aujourd'hui je fais ça, et les problèmes que j'ai rencontrés. Donc c'est un moment qui devrait normalement être fait pour comprendre les problèmes de la journée passée, mais on n'arrive pas à s'en servir efficacement pour que ce soit effectivement le cas. Pour essayer de trouver des solutions, on est allé voir du côté de chez Toyota. Chez Théodo, il y a une forte culture Lean qui est inspirée de chez Toyota. Toyota a réussi, après la guerre, à avoir une très bonne performance, une très bonne excellence opérationnelle, notamment grâce à son Toyota Production System. Je ne vais pas vous expliquer tout le Toyota Production System, je pense que c'est quelque chose de très complexe, que moi-même je ne connais pas et que je ne prétends pas connaître à fond. En tout cas, il y a les piliers qui sont le just-in-time et le Judidoka. Le just-in-time, c'est le fait de réduire les stocks. Dans une usine automobile, par exemple, on veut plutôt éviter d'avoir des voitures qui sont stockées, qui sont terminées et qui ne sont pas livrées aux clients, des matériaux idem qui sont présents, qui s'entassent et qui ne sont pas utilisés. C'est des dépenses que l'entreprise a faites, mais qui n'ont pas été payées par les utilisateurs. Donc c'est de l'argent qui s'empile et qui n'est pas fructifié. Dans le digital, le stock, il est un peu plus dur à représenter. On ne voit pas des stocks de composants qui s'affichent, mais on a quand même moyen de voir où est-ce qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Ici, le board qu'on utilise, donc on utilise Trello pour représenter notre flux de développement, et on a un process relativement classique avec une colonne doing, une colonne à valider pour notre product owner, et une colonne de déploiement. Ici, quand on regarde le flux, on peut voir que dans la colonne à valider, il y a des tickets qui sont là, et qui sont là depuis suffisamment longtemps. Ça, par exemple, c'est un exemple de stock. C'est une fonctionnalité qui pourrait probablement déjà être en prod, déjà être devant nos utilisateurs, mais qui ne l'est pas parce que le client, à ce moment-là, n'a pas validé. Au final, on a constaté que ce n'était pas le problème, nous, qui nous empêchait de réussir.
parce qu'à la fin de nos semaines, à la fin de nos sprints, on n'arrivait pas avec un stock de fonctionnalités qui était codé, mais que le PO n'avait pas validé. On avait vraiment des fonctionnalités qu'on n'avait même pas commencé à coder. Donc fin 2017, Benoît Charles-Lavozel, Benjamin Grandfond, qui sont les CTO et les dirigeants de Théodo, sont partis à Toyota City pour aller voir comment ça se passe effectivement dans une usine. Une chaîne de production chez Toyota, c'est une voiture qui avance sur la chaîne. La voiture avance petit à petit, et il y a différents opérateurs qui vont faire des opérations. Le premier, par exemple, va monter les roues. Il a un set de compétences, il a été formé pour, et il a un temps pour le faire. Donc en 2 minutes, en 5 minutes, il va pouvoir le faire. La voiture avance, et le deuxième opérateur va monter le volant. Ensuite, admettons qu'il y ait quelqu'un qui va y monter le pare-brise. Idem, il a un temps, il doit le faire en 2 ou 5 minutes. À tout moment, s'il sent qu'il ne peut pas livrer à temps, par exemple parce qu'il n'y a plus de colle, le pot de colle, le seau qui contient la colle est vide, il peut faire ce qui s'appelle un hand-on. Un hand-on chez Toyota, c'est une chaîne, une corde qu'ils peuvent tirer et qui arrête toute la chaîne de production. Donc la chaîne de production est arrêtée, ça permet d'éviter d'introduire des défauts, d'introduire une voiture qui va continuer sur la chaîne alors qu'il y a un volant qui n'est pas prêt. Et dans ce cas-là, le rôle du manager, c'est premièrement remettre la chaîne en route, vu qu'une chaîne qui est arrêtée, c'est une chaîne qui coûte beaucoup d'argent à Toyota. Personne ne peut travailler sur cette chaîne. Et une fois que la chaîne de production est en marche, il va décrire ce qui s'est passé. Donc, pourquoi tu n'as pas pu faire ça dans les temps voulus. Et donc l'opérateur va pouvoir expliquer, il y avait ma colle, j'avais plus de colle. Tout ça dans l'optique plus tard de résoudre le problème avec l'équipe. Ce qu'on a appris vraiment à ce niveau-là, c'est que ne pas pouvoir livrer à temps déclenche la demande d'aide plus tôt. Par rapport à un daily stand-up, par exemple, où j'apprenais, où l'équipe apprenait qu'une personne avait un problème, mais on ne savait pas trop ce que c'était, ici on le sait très rapidement. Et le temps entre le problème, ou le moment où le problème arrive et le moment où on décrit ce qui s'est passé, est réduit. Donc on a moins de perte d'informations sur ce qui s'est passé dans la situation. Dans notre contexte, on a essayé de reprendre ce système-là dans le digital. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un plan de production. Donc le matin, pendant le stand-up, Thomas va me dire, si tout se passe bien, si j'ai toutes les conditions réunies, je vais pouvoir livrer telle fonctionnalité à 11h30. Raphaël va me dire, ok, moi, si tout va bien, je vais pouvoir la livrer à midi. La chaîne de production telle qu'elle se passe, c'est que Thomas, par exemple, du coup, va prendre sa user story, il va faire une phase de conception, et sa phase de conception, il va vouloir me dire, voilà, moi, je vais faire tel service, je vais ensuite modifier, je vais faire un reducer, je vais faire des trucs très techniques, des tâches techniques que je vais pouvoir vérifier, valider, et lui dire, ok, moi, ta phase de conception, elle me semble bonne, go for it. Ensuite, il développe. Et à tout moment, s'il sent qu'il ne va pas pouvoir livrer à temps, pour diverses raisons, il peut faire un hand-on. Chez Théodo, les hand-on, on n'a pas une corde, on n'a pas des cordes qui se baladent partout. C'est dans le meilleur des cas, je suis à côté de lui et il me dit aide-moi. Ou alors je suis loin et dans ce cas-là, il prend son téléphone, il dit écoute, je suis en train de faire tel ticket et je suis bloqué là-dessus. À ce moment-là, si je suis présent, idem que dans les usines, premier objectif, remettre la chaîne en route et ça, on va faire du pair programming. Moi, mon objectif, c'est que la user story soit livrée le plus rapidement possible, parce qu'une user story qui n'est pas livrée à ce moment-là peut en retarder d'autres. Et ensuite, comprendre ce qui s'est passé. La question que je lui pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui t'a empêché de livrer à temps? C'est quoi la différence entre la situation idéale que tu avais imaginée et ce qui s'est réellement passé? À partir de là, on a commencé à avoir des informations et des problèmes qui étaient beaucoup plus intéressants et beaucoup plus petits. Il me dit, voilà, j'ai lancé mon application, j'ai voulu bosser, et j'ai eu une page blanche, où j'ai créé une nouvelle route d'API, j'ai mal configuré, j'ai fait un copier-coller du code, et en fait ça ne marchait pas, j'ai galéré. J'ai perdu 20 minutes à reproduire un bug en local. Ça nous a permis de lister plein de problèmes du quotidien qui empêchent l'équipe de réussir. La next step, c'était de les résoudre. Donc, chez Toyota, il y a aussi une forte culture du Kaizen qui est l'amélioration continue. L'amélioration continue des pratiques, des outils, tout ça pour mieux réussir ses journées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ritualisé ça, sacralisé, et se dit on prend 30 minutes tous les soirs à 17h30 et on va résoudre les problèmes que tu as rencontrés.
par exemple, un problème qu'on a rencontré, c'est Thomas qui il me dit « Je commençais mon ticket, j'ai voulu bosser et j'ai une page blanche en lançant mon application. L'impact, c'est que j'ai perdu 40 minutes à chercher, à galérer, à demander un peu de l'aide à droite à gauche. C'était pas simple. » La situation idéale, quand je veux coder une feature, moi je mets à jour mon repository, je crée une nouvelle branche de code, je lance mon application, je vois ma page d'accueil, et après je vais sur la page sur laquelle je veux travailler. Ici, quand il a voulu aller sur la page d'accueil, ça ne fonctionnait pas. Le Lean propose aussi un autre outil, c'est les 5 pourquoi, qui permet de creuser pourquoi, et d'aller à la root cause, à une root cause qui nous semble suffisamment basse pour être actionnable et qui va nous permettre de résoudre le problème sur le long terme. Donc là, il m'a dit, donc je lui ai dit pourquoi tu n'as pas réussi. Il me dit j'ai eu telle erreur dans le navigateur, React is not defined. Bon. Ok, pourquoi tu as eu cette erreur? J'ai regardé le terminal et j'ai eu une erreur au moment du build. Il me disait prop types, ça marche pas. Ok, pourquoi? La ligne Fun Search Compartment prop types ne compilait pas. Pourquoi? La lib prop type n'était en fait pas installée sur mon poste de travail. Et pourquoi? Évidemment, c'est simplement qu'il n'avait pas fait un yarn install. Donc un autre développeur avait rajouté une librairie, lui il a récupéré le code source, il n'a pas fait yarn install, il a perdu du temps à comprendre ça. Pour vrai, je ne jette pas du tout la pierre, c'est une situation que moi-même j'ai déjà rencontrée assez souvent. Dans ce cas-là, on a réfléchi aux actions qu'on pouvait mettre en place pour que ce problème ne se produise plus jamais. Il y a une première action à laquelle on peut penser, c'est un problème de communication. Après tout, il aurait dû savoir, l'autre mec aurait dû lui dire pendant le daily, j'ai changé le yarn file, il faut que tu fasses un yarn install au moment que tu lances ton projet. Dans les faits, on va préférer l'automation, ce qui est dans le Lean et chez Toyota, mettre la machine au service de l'humain pour l'aider à réussir ses tâches. Ici, plutôt, on a utilisé des Git hooks. Donc, l'IRIX, on a trouvé dans l'état de l'art qu'il y avait déjà beaucoup de Git hooks qui existaient et qui permettaient de vérifier au moment où on fait un checkout, donc un changement de branche, au moment où on récupère les dernières sources, si le fichier yarnfile.lock, le yarn.lock a changé. Et dans ce cas-là, on affiche un message qui dit OK, ton yarn.lock a changé, lance run install, yarn install. Et voilà. Pour suivre les problèmes, on utilise après les feuilles de résolution de problèmes. C'est un autre outil, c'est le PDCA, la route Deming, qui est le Plan Do Checkout Act. On a fait le plan, on s'est dit normalement, si jamais on met en place ce hook, ça ne peut plus jamais se produire. Maintenant, il faut vérifier que c'est effectivement le cas. Donc on a une feuille de résolution de problème, on a des feuilles de résolution de problèmes qui sont sur tous les boards et sur lesquelles on note les problèmes. Donc ici, c'est ce qu'on s'est dit, la page blanche, la root cause, l'action qui a corrigé. Et ensuite, les deux cases importantes ici, c'est le résultat attendu et la date de check. Donc on va se dire, ce à quoi on s'attend, c'est qu'il n'y ait plus jamais personne qui a un problème parce qu'il n'a pas mis à jour son yarn.lock. Et on va vérifier ça dans une fenêtre de temps suffisamment longue pour que ça soit réaliste. Si je vérifie demain, probablement personne n'aura mis ses nodes modules à jour. Donc on va mettre suffisamment loin. Donc ici, on avait mis 3 semaines. Ensuite, d'autres exemples de bugs que je vais vous donner, qu'on a résolus et qui nous ont permis d'aller relativement plus vite, c'est j'ai perdu 20 minutes à reproduire mon bug en local. Parce qu'on fait des composants en React. Nos composants en React, ils utilisent des props, donc une configuration. Sauf que notre product owner, quand il nous dit j'ai un bug sur tel site, il ne va pas nous dire j'ai un bug, mais tel props, tel props, tel props, tel props, et tu pourras le reproduire. Ça n'arrive jamais. Donc ici, par exemple, la solution que Raphaël a mis en place, c'est un bookmarklet, un petit script qui se lance sur les marque-pages, qui va simplement charger la configuration du composant React sur la page sur laquelle il y a un bug, et la mettre dans le presse-papier. Comme ça, nous, en local, on peut facilement la copier dans notre environnement local, et en 30 secondes, on est capable de reproduire exactement le bug de notre client. J'ai créé une nouvelle route d'API, j'ai mal copié la configuration existante, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Ici, la solution, ça a été relativement simple de faire des snippets pour l'IDE. Donc, clic droit, generate, et pouvoir générer une route finalement en un clic déjà paramétrée. Et ensuite, tout ça, c'était des problèmes liés au process, des trucs qui peuvent être automatisés, mais on est aussi tombé sur des problèmes de compétences, des problèmes de « je ne sais pas faire ça ».
ce qui arrive souvent quand on est avec des membres de son équipe. Il y a simplement des choses où il faut former. C'est le rôle aussi du lead développeur, principalement de former les développeurs. Et ici, il m'a dit je ne savais pas mettre à jour un submodule. Et dans ce cas-là, la réaction, c'était écrire un standard. Bon, écrire un standard de travail, tout simplement, en disant fais tes modifications, commit, fais ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que le standard, c'est pas moi qui l'ai écrit en tant que lead dev, parce que je connais les gestes, mais c'est Raphaël. C'est lui qui a vraiment pris part dans cette résolution de problème et qui s'est dit, ici, j'ai pas d'autre solution, je peux pas automatiser, on va simplement écrire un standard et tu vas me former. Et après, j'ai fait les gestes avec lui, on a pris un nouveau ticket, un ticket où il y avait besoin de mettre à jour les submodules, et on l'a fait ensemble. Bilan de cette expérience a été plutôt positif. On a vraiment réussi des sprints, la plupart des sprints qui ont suivi. Donc il y a toujours des sprints qui ratent pour diverses raisons. On ne peut pas atteindre non plus 100% de sprints réussis. On a clairement vu qu'il y avait un résultat positif. Et c'est d'autant plus intéressant que finalement 30 minutes par jour pour résoudre des problèmes, ça a quand même un coût. Mais ici, le coût de résolution de problèmes a été vraiment, comment dire, a été dépassé par les gains. Et donc ces 30 minutes ont été un investissement qui ont été rentables, en tout cas sur le court et sur le long terme. J'en ai parlé ensuite à mon coach, Benjamin, qui est mon coach Lean. Et il m'a dit, dans le Toyota Production System, on parle souvent des deux piliers qui sont le just-in-time, le JDOKA. Ça, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de littérature. Mais on parle assez rarement de tout ce qui est en bas, qui est l'employee satisfaction et la mutual trust, donc la confiance mutuelle entre le management et les employés. Comment cette confiance est définie chez eux? Il y a 4 piliers, 4 besoins psychologiques que moi, en tant que développeur, je dois avoir pour me sentir bon dans mon travail et pour me sentir heureux dans mon travail. La responsibility, c'est le fait d'avoir les compétences du travail qu'on me demande et qu'on ne me demande pas des choses impossibles. Safety, le fait d'être protégé physiquement et intellectuellement. On ne va pas me sauter dessus parce que quelque chose s'est mal passé. J'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit de faire des erreurs dans mon environnement. Progress, je trouve de l'intérêt dans ce que je fais. Je sens que ça s'inscrit dans une stratégie globale de ma boîte, que c'est important, que ça a vraiment de l'intérêt. Et contrôle, la dernière, c'est je peux contrôler mon environnement. Dans notre métier, tel qu'on le voit, c'est par exemple, je peux choisir l'IDE avec lequel je vais travailler, je peux choisir mon système d'exploitation, je peux contrôler la façon finalement dans laquelle je vais réussir à atteindre les objectifs de l'entreprise. La conclusion, et ce que je retiens principalement de tout ça, c'est que même Usain Bolt, qui est recordman, ne va pas pouvoir battre des records de vitesse et aller très vite s'il a des petits cailloux dans sa chaussure. Le rôle de lead dev tel que maintenant j'ai changé, en tout cas c'est ma perception plutôt du rôle du lead dev qui a changé, c'est justement de déceler ces petits cailloux. Et ici les cailloux, c'est soit des manques de compétences, soit des tâches qui sont rébarbatives, qui pourraient être automatisées et qui sont finalement pas très sympathiques à faire pour les membres de l'équipe technique. Et donc d'aider l'équipe technique à détecter ces choses-là et surtout de les mettre en position de les résoudre. Merci.